La chaleur de Brazzaville pesait lourd ce jour-là. Dans le petit quartier où Aïcha avait grandi, les enfants jouaient dans la poussière, leur rire s'entremêlant avec le bruit des motos qui passaient sans cesse. Elle, assise sur le seuil de la maison familiale, serrait entre ses doigts un passeport encore vierge, comme une clé vers un autre monde. À 19 ans, Aïcha rêvait de liberté. Pas seulement la liberté de voyager, mais surtout celle de ne plus voir sa mère se tuer à la tâche pour quelques billets, celle de ne plus sentir la honte de refuser un repas à son petit frère parce qu'il n'y avait pas assez de riz pour tout le monde. Son père était parti depuis longtemps, et elle avait appris, très jeune, à remplacer l'absence par des rêves. Ce matin-là, une promesse avait frappé à sa porte, un voyage à Dubaï. Une ville qu'elle ne connaissait qu'à travers les images de gratte-ciels étincelants, de voitures de luxe et de mannequins souriantes sur Instagram. Une amie d'enfance, Sarah, revenue au pays pour quelques jours, lui avait glissé. Là-bas, tu peux faire de l'argent rapidement. Les hommes paient bien, et tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour ta famille. Aïcha avait ri, nerveuse, pensant d'abord à une blague. Mais Sarah, dans son sac à main griffé Chanel, exhibait un téléphone dernier cri, une montre étincelante et des ongles manucurés qu'aucune fille du quartier ne pouvait s'offrir. « Regarde-moi, Aïcha. Tu crois que j'ai trouvé ça en vendant du manioc ? Dubaï, c'est la chance de notre vie. » Cette phrase, la chance de notre vie, s'était imprimée dans l'esprit d'Aïcha comme une prophétie. Quelques semaines plus tard, grâce à l'aide d'un sponsor que Sarah lui avait présenté, Aïcha obtenait son visa. Le sponsor avait payé le billet d'avion, et en échange, elle devait travailler là-bas pour rembourser la dette. Elle ne posait pas trop de questions, elle avait simplement répété à sa mère qu'elle partait faire du commerce. Sa mère, les yeux brillants d'espoir, avait serré ses mains. « Ma fille, fais attention à toi. Que Dieu te protège. » L'aéroport était à la fois une prison et une libération. Quand l'avion décolla, Aïcha sentit une larme rouler sur sa joue. Elle laissa derrière elle le vacarme de Brazzaville, la pauvreté, mais aussi son innocence. Dubaï l'accueillit avec un contraste brutal. La climatisation glaciale de l'aéroport, les parfums enivrants des passants, les lumières trop vives des panneaux publicitaires. Sarah l'attendait, vêtue d'une robe moulante et perchée sur des talons aiguilles. Elle avait l'air d'une star. Dans la voiture luxueuse qui les conduisait à un appartement du centre-ville, Sarah lui dit, d'un ton mi-rassurant mi-tranchant. « Ici, tout se paye. Tu veux être respecté ? Tu dois obéir. Tu veux de l'argent ? Tu dois donner de toi. C'est la règle. » Aïcha ne répondit pas. Son cœur battait fort. L'appartement où elle fut installée ressemblait à une cage dorée. Des canapés en cuir blanc, une vue imprenable sur la ville, un parfum artificiel de luxe qui recouvrait l'absence de chaleur humaine. « Ce soir, tu as ton premier rendez-vous, » annonça Sarah. Aïcha, paniquée, secoua la tête. « Mais, je ne suis pas prête. » « Personne n'est jamais prêt. Tu verras, ça ira. » Ce soir-là, un homme riche, la cinquantaine, parfumé et vêtu d'un costume impeccable, entra dans l'appartement. Il n'avait même pas prononcé son nom. Il avait simplement lancé « Montre-moi si tu sais obéir. » C'est là qu'Aïcha comprit. Le « travail » n'avait rien à voir avec ce qu'on lui avait promis. On ne lui demandait pas seulement de donner son corps, mais de renoncer à sa dignité. L'homme, froid et direct, la força à ramper sur le sol, comme un chien. Chaque ordre résonnait comme une gifle. À quatre pattes. Lèche mes chaussures. Plus bas. Encore. Aïcha sentit la honte l'envahir, mais aussi une étrange déconnexion. Comme si son esprit quittait son corps pour survivre à l'humiliation. Ses genoux la brûlaient contre le carrelage glacé, et son âme saignait davantage que sa peau. Quand tout fut terminé, l'homme jeta quelques billets sur la table. Un montant qui, au Congo, aurait nourri sa famille pendant des mois. Sarah ramassa l'argent avec indifférence et glissa une partie à Aïcha. « Voilà. Tu vois ? Ce n'était pas si terrible. » Mais Aïcha savait qu'elle avait perdu quelque chose d'irremplaçable. Cette nuit-là, dans le lit immense de la chambre luxueuse, elle pleura en silence. Elle pleura la petite fille innocente qu'elle n'était plus, elle pleura sa mère qui croyait qu'elle faisait du commerce, elle pleura le mensonge qu'elle vivait. Et malgré la douleur, une pensée la hantrait toujours. Si je continue, je pourrais sauver ma famille de la misère. Mais à quel prix ? Le lendemain matin, Aïcha se réveilla dans des draps trop propres, trop froids. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Le souvenir de la veille lui collait à la peau comme une odeur qu'on ne pouvait laver. Elle se leva, traversa le salon vide et regarda par la baie vitrée. La ville brillait, immense et indifférente, comme si rien ne s'était passé. Sarah entra, une tasse de café à la main. « Alors, première nuit ?» demanda-t-elle avec un sourire forcé. Aïcha baissa les yeux.
Je ne veux plus recommencer. Sarah éclata d'un rire sec. Tu crois que tu as le choix? Ton billet, ton visa, tout ça a un prix. Tu dois payer ta dette. Cette phrase tomba comme une condamnation. Les jours suivants, Aïcha fut contrainte d'enchaîner les rendez-vous. Des hommes venus de partout, riches hommes d'affaires, touristes fortunés, parfois même des princes. Tous avaient en commun cette froideur qui la réduisait à un simple objet. Certains voulaient la voir ramper, d'autres l'humiliaient par des ordres absurdes. Chaque fois, Aïcha s'éteignait un peu plus. Mais paradoxalement, son compte bancaire gonflait. Elle envoyait de l'argent à sa mère, qui l'appelait avec fierté. « Ma fille, grâce à toi, ton frère peut enfin aller à l'école. Que Dieu te bénisse. » Ces paroles brisaient le cœur d'Aïcha. Sa mère voyait en elle une héroïne, alors qu'elle se sentait comme une prisonnière vendant son âme morceau par morceau. Un soir, après un service particulièrement humiliant, Aïcha retourna dans sa chambre, tremblante. Elle ouvrit son téléphone et scrolla sur Instagram. Des filles de son âge posaient devant des piscines bleutées, exhibant sacs de luxe et sourires parfaits. Sarah aussi postait des photos chaque jour, talons aiguilles, champagne, yacht. Mais ce que personne ne montrait, c'était les larmes dans l'ombre. Aïcha écrivit dans son journal numérique. Je souris devant les miroirs, mais je pleure derrière les portes fermées. Elle commença à se demander si tout ce luxe valait vraiment le prix de son humanité. Mais chaque fois que l'idée de fuir surgissait, elle voyait le visage de sa mère, de son petit frère, et la réalité la ramenait. Elle ne pouvait pas abandonner. Les semaines passèrent. Aïcha s'habitua presque à l'horreur. Elle avait trouvé une stratégie. Se détacher, comme si ce n'était pas son corps qui obéissait, mais celui d'une autre. Mais plus elle jouait ce rôle, plus elle avait l'impression de se perdre. Un soir, un homme différent arriva. Plus jeune, plus charmeur, mais tout aussi cruel. Il lui dit « Si tu veux vraiment de l'argent, tu dois me prouver que tu n'as aucune limite. » Aïcha, terrifiée, demanda « Que veux-tu dire ?» Il sourit et sortit une laisse. « Ce soir, tu seras mon chien. Et tu aboieras devant mes amis. » Ce fut le moment où elle comprit que le gouffre n'avait pas de fond. Devant plusieurs hommes ivres, Aïcha fut contrainte de ramper, de japper comme un animal. Les rires éclataient autour d'elle, les téléphones filmaient. À l'intérieur, elle mourait, mais son visage restait impassible. Elle s'était promis de ne plus pleurer devant eux. Quand tout fut terminé, elle rentra à l'appartement, marcha jusqu'à la salle de bain et s'écroula sous la douche. L'eau chaude se mêlait à ses larmes. Elle murmura à voix basse. « Ce n'est plus moi. Je ne me reconnais plus. » Pendant ce temps, sa mère continuait de l'appeler, pleine de gratitude. « Aïcha, tu es notre bénédiction. Le quartier parle de nous maintenant. On dit que nous avons de la chance d'avoir une fille comme toi. » Ces mots étaient des poignards. Aïcha souriait au téléphone, mais une fois la conversation terminée, elle se recroquevillait dans son lit. Elle savait que sa famille l'admirait pour une illusion. Un soir, Sarah entra dans sa chambre et trouva Aïcha assise dans le noir. « Tu pleures encore. »« Je n'en peux plus, Sarah. J'ai l'impression de devenir folle. » Sarah haussa les épaules. « On passe toutes par là. Moi aussi, j'ai pleuré au début. Mais regarde-moi aujourd'hui, je n'ai plus besoin de compter mes billets. Ici, tu choisis. Soit tu souffres et tu deviens riche, soit tu abandonnes et tu retournes dans la misère. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Aïcha comme une malédiction. Pourtant, quelque chose changeait en elle. L'humiliation répétée, la douleur, tout cela forgeait une colère sourde. Chaque billet qu'on jetait sur la table n'était plus seulement une blessure, c'était aussi une arme. Elle se disait « Un jour, je sortirai de cette vie. Et quand je partirai, ce sera pour toujours. » Mais ce jour semblait encore bien loin. Les néons de Dubaï n'éteignaient jamais leur lumière. La ville brillait jour et nuit, comme pour rappeler à tous qu'ici, le temps appartenait à ceux qui pouvaient le payer. Aïcha, désormais habituée aux soirées étouffantes et aux hommes exigeants, découvrait une autre facette de ce monde, le luxe. Sarah l'avait emmenée faire du shopping dans l'un des malls les plus extravagants de la ville. Les vitrines débordaient de sacs en cuir, de robes scintillantes et de bijoux qui coûtaient plus cher que toute la maison de sa mère à Brazzaville. « Choisis ce que tu veux, » dit Sarah, en tendant une carte bancaire dorée. Aïcha resta figée, incapable de croire que ces mots lui étaient adressés. « Mais, c'est trop cher, » murmura-t-elle. Sarah haussa les épaules. « Ici, rien n'est trop cher. Tu travailles, tu paies ta dette. Le reste, c'est pour toi. Si tu veux survivre, il faut apprendre à jouer le jeu. » Aïcha entra dans une cabine et enfila une robe rouge. Devant le miroir,
elle se reconnut à peine. La fille timide du quartier, aux vêtements bon marché, avait disparu. À sa place se tenait une jeune femme élégante, belle, presque intouchable. Pour la première fois depuis son arrivée, Aïcha sentit une étrange fierté. Elle se dit que peut-être, juste peut-être, tout ce qu'elle endurait n'était pas vain. Les semaines suivantes, elle se laissa séduire par ce monde artificiel. Elle goûtait aux soirées sur les yachts, aux dîners où le champagne coulait sans fin, aux boîtes de nuit où les corps brillaient sous la lumière stroboscopique. Les hommes venaient, jetaient des billets, offraient des cadeaux. Un soir, l'un d'eux lui offrit une montre de luxe. « Pour toi, ma chérie. » Aïcha prit la boîte, remercia poliment, mais à l'intérieur, elle se sentait vide. Chaque bijou, chaque sac, chaque billet était une chaîne supplémentaire à son cou. Un jour, elle appela sa mère en visio. Derrière l'écran, la maison avait changé. De nouveaux meubles, une télévision flambant neuve, même les vêtements de son petit frère semblaient neufs. Sa mère souriait, fière. « Grâce à toi, tout le quartier nous respecte. On dit que tu es une bénédiction envoyée du ciel. » Aïcha hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une douleur silencieuse. Elle voulait crier la vérité, mais sa gorge restait fermée. Comment dire à sa mère que ce luxe était acheté avec des humiliations? Quand l'appel se termina, Aïcha lança la montre de luxe contre le mur. Elle tomba en larmes, effondrée. Pourtant, il y avait des moments où elle se laissait emporter. Quand elle dansait dans une boîte, vêtue d'une robe scintillante, entourée d'hommes riches qui l'admiraient, elle se sentait presque puissante. Elle se disait « Peut-être que c'est ça, la vie, souffrir dans l'ombre pour briller dans la lumière. » Mais la lumière était trompeuse. Plus elle brillait en public, plus elle s'assombrissait en privé. Un soir, Sarah l'invita à une fête exclusive. Villa privée, piscines illuminées, musique qui résonnait jusque dans les entrailles de la terre. Des filles venues d'Afrique, d'Europe, d'Asie, toutes habillées comme des princesses, souriaient avec des lèvres rouges et des yeux vides. Aïcha discuta avec une d'elles, une Nigériane appelée Chika. « Depuis combien de temps tu es ici ?» demanda Aïcha. Chika soupira. « 3 ans. J'ai voulu partir, mais je n'ai jamais réussi. J'ai trop de dettes, trop de secrets. Ici, on t'attrape, et tu ne sors plus. » Ces mots glacèrent Aïcha. Elle comprit qu'elle n'était pas seule, mais que cette solitude partagée ne les libérait pas, elle les enfermait encore plus. Les humiliations, elles, ne cessaient pas. Un soir, un homme l'obligea à manger à genoux, une gamelle posée au sol, comme un animal. Chaque fois qu'elle baissait la tête pour avaler, les rires éclataient. Aïcha ne pleura pas. Elle avait appris à figer son visage. Mais à l'intérieur, elle brûlait. Après la soirée, elle monta sur le toit de l'immeuble où elle vivait. Le vent soufflait fort, et en regardant les lumières de la ville, elle se dit « Tout le monde pense que Dubaï est un paradis. Mais pour moi, c'est une prison avec des murs dorés. » Peu à peu, Aïcha développa une double vie. Le jour, elle portait ses vêtements de luxe, souriait aux photos, envoyait de l'argent au pays. La nuit, elle se vidait de son humanité, devenait un jouet, un chien, une esclave moderne. Ce contraste la déchirait. Elle commença à se demander combien de temps elle tiendrait avant de s'effondrer. Et c'est dans cette fracture intérieure que naquit une idée. Il fallait trouver une porte de sortie. Les semaines s'étaient transformées en mois. Dubaï, avec ses gratte-ciels étincelants et ses nuits interminables, n'avait plus rien d'exotique pour Aïcha. Elle connaissait chaque coin de son quartier, chaque appartement où elle devait servir, chaque regard froid ou avide d'un client. Chaque sourire de façade coûtait des morceaux de son âme. Mais à force de souffrir en silence, une colère sourde commençait à gronder en elle. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une soirée particulièrement humiliante, elle croisa une autre fille dans l'ascenseur. Elle s'appelait Léla, une Marocaine, à peine plus âgée qu'Aïcha, mais ses yeux brillaient d'une détermination que peu pouvaient voir. Léla la regarda avec un mélange de compassion et de défi. « Tu es nouvelle ici, n'est-ce pas ?»« Quelques mois, » murmura Aïcha. « Alors écoute-moi bien. Ici, tu dois apprendre à survivre. Mais si tu continues comme ça, tu vas perdre plus que ton corps. Tu vas perdre ton esprit. » Aïcha sentit un frisson parcourir son dos. Elle n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi, avec autant de clarté. Léla poursuivit. « Si tu veux t'en sortir, tu dois comprendre une chose. L'argent n'achète jamais la liberté. Il achète seulement l'illusion. » Ces mots résonnèrent en Aïcha comme un électrochoc. Elle réalisa qu'elle n'avait jamais pensé à elle-même. Jusqu'ici, tout ce qu'elle faisait servait à sa famille, mais elle n'avait jamais songé à sa propre survie, à sa propre dignité. Léla lui raconta son histoire. Elle était arrivée à Dubaï 2 ans plus tôt,
naïve, pleine d'espoir. Elle avait accepté les humiliations, les ordres absurdes, les regards dégradants. Puis un jour, elle avait décidé de ne plus accepter. J'ai commencé petit, dit Léla. J'observais, je calculais, je parlais aux bonnes personnes. Et tu sais quoi? Ceux qui pensent que nous sommes faibles ne comprennent pas que nous sommes intelligentes. Aïcha écoutait, fascinée. Elle sentit naître en elle une flamme qu'elle croyait éteinte. La peur et la honte ne disparaissaient pas, mais elles coexistaient désormais avec quelque chose de plus puissant, l'espoir. Les jours suivants, Aïcha observa. Elle étudiait les clients, notait leurs habitudes, leurs faiblesses. Elle apprit à sourire sans abandonner sa force intérieure, à paraître soumise sans réellement l'être. Elle découvrit que le monde dans lequel elle était plongée n'était pas seulement cruel, il était prévisible. Et dans cette prévisibilité, elle pouvait trouver une ouverture. Sarah, de son côté, ne remarqua rien. Trop occupée par son propre luxe et ses fêtes, elle ne voyait pas que sa protégée commençait à se rebeller en silence. Un soir, une fête privée fut organisée pour un groupe d'hommes très influents. Aïcha se tenait dans un coin, observant. Elle remarqua un jeune homme, différent des autres, qui semblait sincèrement préoccupé par elle. Il ne riait pas de ses gestes, ne la humiliait pas. Après quelques échanges discrets, il murmura « Tu n'as pas à faire ça. Tu as le droit de choisir. » Ces mots simples, mais puissants, frappèrent Aïcha. Pour la première fois, quelqu'un la traitait comme un être humain. Et dans ce regard, elle sentit la possibilité de quelque chose d'impossible, la liberté. Les semaines suivantes, Aïcha continua ses rendez-vous, mais elle commença à planifier sa sortie. Chaque billet, chaque humiliation devenait une pièce d'un puzzle qu'elle allait retourner contre ce monde. Elle écrivit dans son journal numérique. « Ils pensent que je suis leur jouet, mais je suis en train d'apprendre à jouer leur jeu pour les battre. » Elle commença à se sentir plus forte. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait appris à l'utiliser. Elle transformait sa honte en stratégie, sa douleur en calcul. Chaque sourire qu'elle offrait aux clients était un mensonge qu'elle contrôlait, chaque ordre obéi n'était qu'une façade pour préparer son plan. Léla devint son alliée. Ensemble, elles partageaient des astuces, des contacts, des plans de fuite. Aïcha réalisa qu'elle n'était pas seule. D'autres filles vivaient la même horreur, mais certaines avaient trouvé des moyens de s'en sortir, discrètement, intelligemment. « Nous devons être patientes, » disait Léla. « Une erreur et tout est fini. Mais si nous attendons le bon moment, nous pouvons tout changer. » Aïcha comprit que la révolte ne devait pas être bruyante. Elle devait être silencieuse, méthodique, intelligente. Et chaque jour, elle devenait plus experte dans l'art de survivre tout en préparant sa liberté. Le chapitre se termine sur Aïcha, seule sur le toit de l'immeuble, regardant les lumières de la ville. Cette fois, son regard n'est plus celui d'une victime. C'est celui d'une stratège. Elle murmure à elle-même. « Un jour, je sortirai d'ici. Et quand je sortirai, je ne serai plus jamais à la merci de qui que ce soit. » Le soleil se levait sur Dubaï, illuminant les gratte-ciel comme des pics de cristal. Aïcha, depuis la fenêtre de son appartement, regardait cette ville qui avait été à la fois sa cage et son théâtre. Chaque lumière, chaque yacht, chaque voiture brillante lui rappelait la douleur, la honte, mais aussi sa force naissante. Depuis quelques semaines, elle n'était plus la même. La peur qui la paralysait s'était transformée en calcul. La honte qu'elle avait subie se muait en détermination. Chaque client, chaque ordre, chaque humiliation faisait partie d'un plan silencieux. Elle sortirait de ce monde, intacte, ou du moins, vivante. Léla avait trouvé une solution. Une voie discrète, presque invisible. Elle devait collecter des preuves, créer des contacts fiables, et surtout garder leur calme. La moindre erreur pouvait les anéantir. « Ce sera difficile », murmura Léla. « Je le sais », répondit Aïcha. « Mais je ne peux plus rester ici. Chaque billet est une chaîne, chaque sourire une cage. Je veux retrouver ma vie. » Elles commencèrent à agir. Elles utilisaient les soirées pour mémoriser des détails, prendre des contacts, apprendre qui étaient les hommes les plus influents, mais aussi les plus dangereux. Elles prenaient des notes, mais toujours dans le secret. Chaque mot écrit était un pas vers la liberté. Le moment le plus difficile arriva un soir, où Aïcha fut convoquée par l'un des hommes les plus cruels qu'elle ait rencontrés. Il la regarda avec son sourire habituel, qui ne portait aucune humanité. « Tu crois pouvoir me trahir ?» dit-il, ses yeux froids comme la glace. Aïcha sentit son cœur battre plus vite. Mais au lieu de céder à la peur, elle respira profondément et répondit avec calme. « Je fais ce que je dois faire. » Il fronça les sourcils. Il pensait qu'elle tremblait. Il ne savait pas que sous sa peau,
Une tempête de courage et de stratégie bouillonnait. Cette nuit-là, Aïcha et Leila mirent leur plan en action. Elles avaient recueilli suffisamment de preuves pour alerter une autorité internationale sur le réseau qui exploitait ces filles. Chaque photo, chaque message, chaque enregistrement était un levier pour leur libération. Leur cœur battait à l'unisson. La peur était là, mais elle ne paralysait plus. Au contraire, elle les rendait plus vives, plus concentrées. Elles savaient qu'une erreur pouvait tout détruire, mais elles avaient décidé que le prix de la dignité valait tous les risques. Pendant les heures qui suivirent, elles manœuvrèrent avec précision. Les preuves furent envoyées, les contacts mobilisés. La ville, brillante et indifférente, semblait ignorer le drame qui se jouait dans ses appartements luxueux. Mais pour Aïcha, c'était un tournant. Pour la première fois depuis des mois, elle sentait l'espoir s'installer dans sa poitrine. Le lendemain, la police et les autorités locales intervinrent. Les hommes qui pensaient tout contrôler furent pris au dépourvu. Certains furent arrêtés, d'autres contraints à fuir. Aïcha et Leila, enfin, pouvaient respirer. Le départ fut silencieux. Pas de drame, pas de grandes annonces. Juste elles, leurs bagages, et la route vers l'aéroport. Aïcha appela sa mère avant d'embarquer. La voix de sa mère tremblait, pleine d'émotion. « Ma fille, tu reviens ?» Aïcha sentit ses larmes monter, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement de tristesse ou de honte. C'étaient des larmes de victoire, de libération. « Oui, maman, je reviens. Mais cette fois, je viens libre. » À l'atterrissage à Brazzaville, tout semblait différent. Les rues, la poussière, la chaleur, mais rien n'avait changé autant que son cœur. Elle avait vu l'horreur, l'humiliation, la luxure et la cruauté. Elle avait connu la peur et la honte. Et elle avait survécu. Leila décida de continuer sa route ailleurs, vers un nouveau départ. Aïcha, elle, courut dans les bras de sa mère, serrant son petit frère contre elle. Elle pleura, mais cette fois, c'étaient des larmes de rédemption. Elle avait payé un prix immense, mais elle avait récupéré sa dignité, son humanité. Dans les jours qui suivirent, Aïcha ne parla jamais du luxe, des humiliations, des ordres qu'elle avait subis. Mais elle écrivit dans son journal. « J'ai traversé la nuit la plus noire pour retrouver ma lumière. Je ne suis plus un jouet. Je suis moi. Et c'est ça, le vrai prix de la dignité. » Le monde pouvait continuer de briller autour d'elle, avec ses yachts et ses villas, ses fêtes et son argent facile. Mais Aïcha savait désormais que rien ne valait la liberté de son cœur, la paix de son esprit et la chaleur de l'amour de sa famille. Les dernières pages de son journal, qu'elle laissa à sa mère, étaient un testament. Peu importe la douleur, la peur ou l'humiliation. Peu importe l'argent ou le luxe. Rien ne vaut la dignité, rien ne vaut la liberté. Si je suis encore debout aujourd'hui, c'est parce que j'ai choisi de me battre pour moi-même. Et dans ce silence après la tempête, Aïcha sourit pour la première fois depuis longtemps, sans masque, sans peur, sans honte. Elle était enfin libre. Abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes et pleines d'émotions. Bisous.